Imaginons un instant la scène. Nous sommes le mardi 14 avril 2026. Le soleil se lève à peine sur Paris, la ville s'éveille tout juste. Oui, enfin, un matin très calme en apparence, quoi. Exactement. La cour d'honneur du palais de l'Élysée, avec ses graviers bien ratissés et ses gardes républicains au garde à vous, c'est vraiment le cœur absolu du pouvoir exécutif français. Tout à fait. C'est un lieu sanctuarisé. Et soudain, un groupe se présente aux grilles. Ce ne sont ni des diplomates étrangers, ni des ministres convoqués pour un conseil. Non, c'est un profil beaucoup moins habituel. Ce sont les enquêteurs de la très redoutée brigade financière et anticorruption de la police judiciaire française. Et ils ont un mandat en bonne et due forme. Ouais, ils viennent carrément pour perquisitionner la présidence de la République. Et là, coup de théâtre digne d'un immense thriller politico-financier, on leur refuse catégoriquement l'entrée. La porte reste totalement close. Face aux insignes de la police, on brandit un texte constitutionnel. C'est une situation qui frôle le surréalisme. Habituellement, quand la justice se déplace avec un mandat, les portes s'ouvrent, peu importe l'adresse. Absolument. L'image est d'une puissance symbolique rare. Ce que l'on observe ce matin-là, ce n'est pas un simple incident de procédure. Non, c'est bien plus lourd que ça. C'est une collision frontale entre deux piliers fondamentaux de la démocratie. D'un côté, le pouvoir judiciaire, qui cherche la vérité financière. Et de l'autre, la présidence de la République, qui, elle, revendique une protection institutionnelle. C'est précisément ce point de friction qui rend ce dossier si fondamental. L'enjeu dépasse largement une simple question de facture ou de gros sous. Bien sûr, ce qui se joue aux grilles du palais, c'est l'interprétation même de l'équilibre des pouvoirs dans la Constitution de la Ve République. Tout à fait, c'est inédit. Et notre mission aujourd'hui, à travers cette analyse approfondie des sources disponibles, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Et il y a beaucoup à décrypter. Comment les hommages les plus grandioses, les plus solennels de la République française, c'est-à-dire les cérémonies d'entrée au Panthéon, ont-ils pu se retrouver au centre d'une enquête pénale tentaculaire? Une enquête pour favoritisme et corruption, rappelons-le. Oui, surtout, que révèle ce blocage inédit sur le fonctionnement de nos institutions? Bon, décortiquons un peu tout ça. Avec grand plaisir. Pour comprendre pourquoi la police cherchait à entrer à l'Élysée avec autant d'insistance, il faut d'abord comprendre sur quoi elle enquête depuis des mois. En fait, la racine de cette affaire ne se trouve pas dans les événements récents. Elle s'étire sur plus de 2 décennies. 22 ans, pour être d'une précision chirurgicale. C'est une chronologie vertigineuse. Et c'est là que l'histoire initialement révélée par les journalistes d'investigation du Canard enchaîné prend des allures de monopole presque invisibles. Exactement. De 2002 à 2024, soit pendant l'équivalent de 4 présidences de la République différentes. Sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. C'est la même entreprise d'événementiel qui a raflé l'organisation de toutes les cérémonies de panthéonisation. Cette société s'appelle Shortcut Events et jusqu'à l'hommage rendu aux résistants Missak Manouchian en février 2024, ils étaient tout simplement incontournables. Il ne s'agit évidemment pas de petites kermesses de quartier. Chaque panthéonisation est facturée à l'État autour de 2 millions d'euros en moyenne. C'est le genre de fidélité commerciale qui interroge fortement. C'est un peu comme si une famille avait engagé le même traiteur pour organiser absolument tous ses mariages et baptêmes pendant plus de 20 ans. Sans jamais demander un seul devis ailleurs. Voilà, sans jamais regarder si le restaurant d'en face proposait un meilleur menu à un meilleur prix. Sauf qu'ici, l'addition se chiffre en millions d'euros d'argent public. Ce qui est fascinant ici, c'est d'analyser la psychologie de l'administration d'État face à des méga-événements de cette envergure. C'est vrai, pourquoi laisser s'installer un tel monopole de fait? Eh bien, l'appareil d'État est constamment tiraillé entre l'exigence de légalité et le besoin absolu de sécurité opérationnelle. Oui, organiser une entrée au Panthéon, ça doit être un véritable cauchemar logistique en plan Paris. Totalement. Il faut gérer un protocole d'État d'une rigidité extrême, assurer la sécurité physique du chef de l'État en milieu ouvert, Canaliser des foules immenses. et répondre à des exigences esthétiques colossales pour la retransmission télévisée en direct. L'administration trouve un confort psychologique immense à travailler avec une agence qui maîtrise déjà tout ça. Shortcut Events n'est pas sorti de nulle part, j'imagine. Non, ils ont l'habitude des pressions extrêmes. Ils ont d'ailleurs géré des événements titanesques comme les commémorations du 80e anniversaire du débarquement à Omaha Beach. Ah oui, quand même. Quand une équipe sait exactement où placer les caméras, connaît les caprices de la météo parisienne et possède déjà les accréditations de sécurité, la tentation est immense de simplement reconduire le contrat par habitude.
La tentation du confort, on peut la comprendre sur le plan humain. Sauf que l'administration publique est soumise à des lois strictes, pas à ses propres préférences logistiques. Et c'est bien là que le bât blesse. C'est le cœur du problème juridique. Oui, car le droit de la commande publique en France est pensé pour empêcher exactement ce genre de situation. Au-delà de certains seuils financiers, et à 2 millions d'euros on les explose très largement, l'État a l'obligation absolue de remettre le marché en concurrence de manière transparente. Il faut publier des appels d'offres détaillés. Laisser le temps aux entreprises de répondre et évaluer les propositions selon des critères objectifs. Tout ça pour obtenir le meilleur usage des deniers publics et éviter ce que le droit appelle l'éviction de la concurrence. Ce concept d'éviction de la concurrence mérite qu'on s'y arrête d'ailleurs. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie sur le terrain, Sam ? C'est un mécanisme redoutable. Lorsqu'un acteur s'installe durablement, comme ici sur 22 ans, les appels d'offres, s'ils existent, finissent souvent par être rédigés d'une manière qui correspond si parfaitement aux capacités de l'entreprise en place. Qu'il devient impossible pour une autre agence de rivaliser. Exactement. Parfois, les délais de réponse sont trop courts pour un nouvel entrant, ou les critères techniques exigent une expérience spécifique que seul le tenant du titre possède. Le résultat, c'est que les agences événementielles concurrentes, même celles qui pourraient être plus innovantes ou moins coûteuses, sont étouffées. C'est l'essence même du soupçon de favoritisme. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique administrative, c'est un délit pénal. Et c'est ce qui a poussé le parquet national financier à ouvrir, après une discrète enquête préliminaire fin 2023, une véritable information judiciaire en octobre 2025. Oui, pour favoritisme, prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence. Des mots très lourds, corruption et trafic d'influence. Et d'ailleurs, le soupçon est devenu tellement pesant que la belle mécanique s'est grippée. Ah, le fameux changement de cap de 2025 ? Oui, le Centre des Monuments Nationaux, le CMN, qui attribue ces marchés, a soudainement changé son fusil d'épaule. Pour la cérémonie, dédiée à Robert Badinter, la mission a été confiée à une autre agence nommée Auditoire. Pour une facture de 2,4 millions d'euros. C'est une rupture spectaculaire, après plus de 2 décennies. Et cette rupture est vraiment le point de bascule de l'affaire. La décision du CMN de changer de prestataire en 2025 n'est sûrement pas une coïncidence. Sentant l'étau judiciaire se resserrer avec l'enquête du PNF, l'administration a brusquement voulu démontrer sa transparence. En rouvrant véritablement le jeu de la concurrence, oui. Mais ce revirement soudain a eu l'effet inverse d'une protection. Bah oui, il a mis en lumière l'anomalie des 22 années précédentes. Exactement. Si un autre prestataire pouvait soudainement remporter le marché, pourquoi l'était-ce jamais arrivé avant ? La panique a créé la piste documentaire. Une piste documentaire qui mène directement au bureau de l'Élysée, puisque la présidence valide évidemment les choix politiques et budgétaires de ce type de cérémonie d'État. Ce qui nous ramène de manière implacable à ce mardi 14 avril 2026. L'étau se resserre, la justice a des doutes graves, elle se présente aux portes du palais. Et là, l'Élysée déploie son fameux bouclier constitutionnel. Le fameux article 67 ? Le communiqué officiel justifiait le refus d'ouvrir la porte en invoquant l'inviolabilité des locaux rattachés à la présidence. Sauf que, en se plongeant dans les analyses juridiques publiées en ligne, on se rend compte que c'est très fragile. Oui, notamment avec l'article fondamental du professeur de droit constitutionnel Gilles G. Juglielmi. Cette défense semble reposer sur une lecture de la Constitution qu'on pourrait qualifier poliment de très audacieuse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le terme audacieuse est diplomatique. En vérité, sur le plan de la stricte doctrine constitutionnelle, l'argumentaire du palais ne tient pas vraiment. Le professeur Guglielmi, rejoint par d'autres voix éminentes comme le bloc du Club des juristes, remet les pendules à l'heure. Que dit l'article 67 de notre Constitution ? Il stipule que le président de la République, durant son mandat, ne peut être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Le mot-clé de cet article est le pronom « il ». C'est lui, le président, qui est protégé. L'esprit de ce texte, hérité des débats de la Ve République, est de sanctuariser la fonction présidentielle. Pour empêcher que le chef de l'État ne soit paralysé ou harcelé par des procédures judiciaires pendant qu'il dirige le pays. Voilà, c'est une protection attachée à la personne physique et institutionnelle du président. Pour bien visualiser, c'est exactement le même principe que l'immunité diplomatique. L'immunité protège un ambassadeur de toute arrestation. Mais elle ne protège pas le café parisien dans lequel cet ambassadeur est en train de boire son espresso. Mais oui, le statut s'applique à la fonction, pas au mur en pierre ou à la moquette du bâtiment. C'est une excellente analogie. À aucun endroit la Constitution ne sacralise les mètres carrés du bâtiment situé au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré.
Les bureaux des conseillers, les ordinateurs des secrétaires, les disques durs des comptables, tout cet appareil administratif n'est pas doté d'une sorte de magie d'extraterritorialité en fait. Ce sont des agents publics et des biens publics soumis aux lois de la République. D'autant plus que les sources juridiques rappellent avec insistance qu'il y a un précédent retentissant. Le palais de l'Élysée n'est pas une forteresse que la justice n'a jamais osé approcher. Ah oui, en 2018, lors de l'affaire Benalla. Absolument. Des magistrats instructeurs et des policiers ont bel et bien franchi ces mêmes grilles pour perquisitionner directement le bureau d'un collaborateur à l'intérieur de l'Élysée. La jurisprudence prouve donc que c'est possible. Et ce précédent de 2018 rend le refus de 2026 d'autant plus difficile à justifier politiquement. Conscient de cette fragilité, l'Élysée n'a d'ailleurs pas opposé un refus totalement aveugle ce 14 avril. Non, ils ont tenté de formuler un compromis face aux policiers. La présidence a proposé de transmettre elle-même les documents appartenant aux agents administratifs. Des documents qui seraient détachables de l'activité du chef de l'État. Et selon plusieurs sources, des ordinateurs portables auraient été remis volontairement aux enquêteurs devant les grilles ce matin-là. Mais sur le plan juridique, Attendez, je vous arrête tout de suite. Ce compromis est absurde sur le plan judiciaire. sur le principe de la surprise, vous voulez dire? Ah bah oui, le principe absolu d'une perquisition, ce qui fait sa force, c'est l'effet de surprise. C'est la police qui débarque à 6 h du matin, qui saisit des serveurs complets. Qui ouvre des tiroirs avant que quiconque n'ait le temps de passer des documents à la déchiqueteuse ou de vider la corbeille de son ordinateur. Exactement. Si l'Élysée répond « Restez sur le trottoir, dites-nous ce que vous cherchez, on va fouiller nous-mêmes dans nos dossiers et on vous apportera ce qu'on juge pertinent. » Mais enfin, c'est la cible de l'enquête qui trie ses propres preuves. C'est clair. Quel suspect dans une affaire financière ne rêverait pas de pouvoir filtrer les informations avant de les donner à la police? C'est l'argument massu de l'accusation et c'est une réaction tout à fait légitime face au principe du droit pénal. Si l'on perd la coercition et la surprise, l'enquête perd toute sa substance. Néanmoins, pour être totalement rigoureux dans l'analyse de ce blocage, il faut comprendre la crainte fondamentale de l'Élysée qui justifie ce repli. Qui est? La difficulté technique, c'est l'extrême porosité des systèmes d'information au sein du palais. Comment séparer ce qui relève de l'intouchable et ce qui relève du banal? C'est-à-dire, comment trace-t-on cette ligne en pratique? Eh bien, prenons un exemple très concret. Le choix de faire entrer Missak Manouchian au Panthéon relève du pouvoir discrétionnaire du président. C'est un choix politique, mémoriel, historique. C'est l'acte présidentiel par excellence, totalement couvert par l'immunité de l'article 67. Aucun juge ne peut enquêter sur le pourquoi de ce choix. D'accord, je vous suis. En revanche, le fait qu'un conseiller logistique signe un bon de commande de 50 000 € pour louer des barrières de sécurité, c'est un acte de gestion administrative pur et simple. Soumis au code des marchés publics, donc. Le cauchemar de l'Élysée, c'est qu'en laissant des policiers de la brigade financière fouiller librement dans les serveurs à la recherche de factures, ces enquêteurs tombent accidentellement sur des échanges diplomatiques ultra-sensibles. Ou des secrets de la défense nationale. Ou des brouillons de discours présidentiels. L'Élysée utilise cette porosité entre l'acte politique pur et l'acte administratif banal pour verrouiller l'accès global. Le dilemme est fascinant sur le plan du droit constitutionnel, mais cet argumentaire de haute volée a beaucoup de mal à atterrir dans l'opinion publique. C'est là que cette analyse prend une dimension très citoyenne. Oui, laissons de côté les débats d'experts sur l'article 67 pour regarder du côté du portefeuille des citoyens, car cette enquête a suscité des réactions massives en ligne. Notamment sur des espaces de discussion communautaires comme le forum Reddit. En explorant les commentaires de la communauté Ractualite, on constate que le public s'empare du sujet avec un pragmatisme implacable. Par exemple, le coût de 2,4 millions d'euros pour la cérémonie de Robert Badinter en choque plus d'un. Et un utilisateur, sous le pseudonyme Yopla, s'est même amusé à décomposer ce chiffre en direct. Et cette démarche citoyenne est d'une pertinence absolue. Ces calculs sont éclairants. Imaginons la logistique. Mobiliser 200 policiers pour sécuriser le périmètre du quartier latin pendant 12 heures, c'est environ 90 000 €. C'est déjà une somme conséquente. Ajoutez à cela la location de 2 hélicoptères qui survolent Paris toute la journée, on frôle les 30 000 €. Puis il y a l'installation des tribunes, la sonorisation, les écrans géants, la captation vidéo professionnelle. Cet internaute démontre que le million d'euros est très rapidement atteint. Et c'est justifié par la réalité des coûts bruts d'un événement de cette ampleur. Ce qui ressort de cette discussion, c'est que le scandale public ne réside pas forcément dans le coût final en soi. La population comprend qu'un hommage national coûte cher. Non, l'enjeu n'est pas tant le coût brut, mais les zones d'ombre de la facturation. Les fameuses marges bénéficiaires. Toute la mécanique de la surfacturation potentielle dans ce type de monopole réside dans les marges cachées. Ah, je vois.
Lorsqu'une agence opère sans concurrence pendant 20 ans, le risque principal n'est pas tant qu'elle invente de fausses prestations, mais qu'elle gonfle artificiellement sa marge ou celle de ses sous-traitants. Comment l'État peut-il s'assurer que les barrières de sécurité facturées 50 000 € n'auraient pas pu être louées pour 25 000 €? Sans mise en concurrence régulière, l'agence n'a aucune incitation à tirer ses propres prix vers le bas, hein. Et quand la facture totale s'élève à 2 ou 2,4 millions d'euros, une simple marge indue de 10 à 15 % représente des centaines de milliers d'euros d'argent public volatilisé. C'est l'essence même de l'enquête pour favoritisme et prise illégale d'intérêt menée par le parquet national financier. Un autre internaute, Vieux Bidule, soulève un point tout aussi capital sur la source de ce grand déballage. Il rappelle que cette enquête judiciaire est le fruit du travail de fourmi de la presse écrite indépendante. Le Canard enchaîné, en l'occurrence. Oui, qui a fouillé dans les bilans financiers et les lignes budgétaires. Ce n'est pas le fruit des éditorialistes qui s'écharpent sur les plateaux de télévision, c'est l'investigation austère sur papier qui a allumé la mèche et forcé la justice à agir. Si l'on relie cela à une perspective plus large, cette observation illustre ce que Pascal Prachet, le procureur de la République financier, appelle un signe de maturité démocratique. L'existence même du PNF face à ce genre de litige. Oui, une institution capable de défier la plus haute autorité de l'État sur des questions de marché public, ça montre que le seuil de tolérance de la société a considérablement baissé. Était accepté avec une forme de fatalisme cynique. Aujourd'hui, l'opinion publique ne tolère plus la moindre zone d'ombre budgétaire, surtout lorsqu'elle émane de l'État lui-même. Et alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre auditeur? Pourquoi se soucier d'une querelle de paperasse parisienne? Le contraste est d'autant plus violent qu'il s'agit du Panthéon. C'est vrai, l'ironie est forte. Ce n'est pas n'importe quel bâtiment. Le Panthéon, c'est le temple laïque de la vertu républicaine. On y célèbre des figures héroïques, des résistants qui ont donné leur vie, des humanistes qui incarnent la probité absolue. Et c'est là que l'ironie est cruelle. Derrière les grands discours sur l'intégrité, on découvre une réalité triviale, de factures, de devis gonflés, de marges bénéficiaires opaques et de policiers bloqués à la porte du palais présidentiel. Comment célébrer l'honnêteté nationale si l'hommage lui-même est entaché de soupçons de corruption? Cette exigence de cohérence absolue de la part des citoyens est nouvelle et implacable. Les valeurs célébrées à l'intérieur de la nef du Panthéon doivent se refléter jusque dans la transparence de la facturation de lèvement. C'est ce qui rend cette plongée dans les sources si révélatrice. Récapitulons ces paysages complexes que nous venons de traverser. Nous avons découvert l'existence d'un monopole événementiel tenace, S'étalant sur 22 ans et facturant des millions d'euros à l'État sans véritable concurrence, puis l'ouverture d'une enquête pour de lourds délits financiers, qui a poussé les monuments nationaux à briser ce monopole en pleine panique. Et surtout, nous avons abouti à ce moment de suspension inédit. un bras de fer constitutionnel historique. La brigade financière stoppée net devant les grilles de l'Élysée, le palais refusant d'ouvrir ses portes au nom de la séparation des pouvoirs. Et cette impasse soulève une dernière réflexion qui est peut-être la plus vertigineuse au vu de l'arsenal juridique que nous avons disséqué. Laquelle? Si le palais de l'Élysée parvient dans cette affaire à imposer sa propre jurisprudence, c'est-à-dire le droit de refuser une perquisition physique et d'envoyer simplement ce qu'il juge lui-même pertinent pour l'enquête, quel précédent cela crée-t-il ? Ah, excellente question. Demain, n'importe quel ministère, comme celui de la Santé visé par une enquête sanitaire ou celui des armées, pourrait-il invoquer la même logique ? Pourront-ils refuser les juges en promettant d'envoyer par la poste un colis contenant les preuves qu'ils estiment détachables ? C'est vertigineux. Accepter ce compromis aujourd'hui pour l'Élysée, c'est potentiellement valider l'effondrement de la capacité d'investigation de la justice face à l'exécutif. Le risque est immense. Transformer le perquisitionné en enquêteur de son propre dossier. Nous sommes partis d'une facture de traiteur événementiel pour atterrir sur une question fondamentale concernant la pérennité de notre équilibre démocratique. Merci d'avoir apporté votre éclairage pour cette exploration minutieuse de l'actualité. C'était avec grand plaisir. Que quiconque écoute ce dossier retienne qu'au-delà des querelles de papier, la mécanique de l'État mérite une vigilance de tous les instants. Et face aux événements à venir, il reste une image frappante à méditer. Celle de cette grille forgée au cœur de Paris. D'un côté, une justice armée de la loi qui réclame la transparence sur l'argent public. De l'autre, un pouvoir silencieux, barricadé derrière une lecture de la Constitution. L'avenir nous dira qui, du juge ou du président, finira par imposer sa loi.
À très bientôt. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chroniques du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.